Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire spécial Études Shopper 2020. Je suis Marie-Dominique Vauquelin. Je suis directrice grand compte sur les marchés non alimentaires chez Citeo. C'est-à-dire que ça recouvre les catégories hygiène, beauté, bien ménager, presse et papier. Et je vous souhaite la bienvenue. L'agenda, vous voyez, 5 minutes d'introduction, les résultats de l'étude Shopper pour une petite heure, et ensuite, comme je vous l'indiquais, on aura un temps pour les questions. Si on rentre donc dans le vif du sujet sur cette étude Shopper, donc la première édition, elle a été menée en 2018. C'était une étude qui était inédite déjà de par le sujet, qui avait pour objectif d'évaluer la perception par les consommateurs de leurs emballages et aussi la conduite du terrain qui s'est fait en magasin. On a interrogé à l'époque 2700 consommateurs dans les rayons au moment de l'acte d'achat, ce qui a permis en fait d'avoir une perception de leur comment dirais-je, une perception de leur perception sur les emballages, et aussi pour vous, entreprises, d'évaluer, d'identifier les leviers en matière d'éco-conception que vous pouvez activer pour être en phase avec les attentes de vos consommateurs. En 2019, on a fait une édition Shopper spécial luxe. Là aussi, les deux questions auxquelles on voulait répondre ou avoir des réponses, c'était quelle était la perception des consommateurs sur les emballages des produits de luxe et aussi comment éco-concevoir quand on est dans ce domaine des produits de luxe. On avait travaillé en ce qui concerne les catégories non alimentaires sur le maquillage, les crèmes de soins et les parfums. Et là maintenant, on arrive en 2020, un contexte très particulier avec l'épidémie, le confinement, qui a bien sûr bouleversé la consommation. Je pense par exemple à l'explosion de la demande sur certaines catégories concernant l'entretien de la maison. Ça n'a peut-être pas été complètement la même histoire sur d'autres catégories. Et on a voulu donc voir s'il y avait eu un changement, une évolution dans la perception environnementale par les consommateurs de leurs emballages. Donc, ce sont les grands enseignements de cette étude qu'on a mis à jour, que l'on va vous présenter, bien évidemment, en particulier sur les catégories non alimentaires, hygiène beauté, entretien de la maison et papeterie. Donc, je vais laisser Catherine pour la présentation. Je voudrais, avant de lui passer la parole, vous dire que si vous avez des questions sur les sujets d'éco-conception, surtout n'hésitez pas, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Valentine Guiton, qui fait partie de l'équipe éco-conception de Citeo, qui est connectée et qui pourra répondre à vos questions. Catherine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie-Dominique. Donc moi aussi je mets un petit coup de caméra pour me présenter. Donc je suis Catherine Maruc, je suis responsable du pôle études au sein de la direction client et marketing de Citeo, et donc j'ai piloté les études Shopper. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de cette étude 2020. Alors, donc comme Marie-Dominique l'a dit, il va y avoir un focus sur les catégories beauté, entretien, papeterie qu'on a étudiées cette année. Je vais vous présenter par ailleurs les grands résultats, c'est-à-dire ceux qui concernent aussi l'ensemble du périmètre étudié cette année. Alors, nous avons étudié 20 catégories. 18 catégories qui étaient déjà présentes dans Shopper 2018, et puis deux nouvelles, dont l'une que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est la papeterie. Nous avons aussi ajouté les fruits et légumes, puisque en période de pandémie, on se posait beaucoup de questions sur, par exemple, un plébiscite pour avoir un tout emballage, sur le retour en grâce des emballages. Vous voulez savoir aussi quelle était la perception des matériaux s'il changeait. Donc, on a rajouté ces deux catégories. Et puis, donc aujourd'hui, nous allons traiter les catégories entretien avec les lessives et les nettoyants ménagers. Et puis, la catégorie beauté. Aujourd'hui, nous allons voir les résultats pour les gels douche, les déodorants et les crèmes de soins, ainsi que la papeterie. Alors, cette année, nous avons élargi le périmètre d'enquête
non pas en nombre de catégories, mais au niveau des circuits de distribution où nous sommes allés enquêter. Nous avons ajouté les proxys et les magasins bio, puisqu'il y avait une forte demande pour ces deux circuits. Au total, nous avons donc étudié 20 catégories, ce qui représente 1600 consommateurs interrogés. Attendez, j'ai une webcam devant moi. Bien sûr pour un échantillon représentatif de la population française. Pour les circuits de distribution, eh bien, ce sont les principales enseignes que nous avons couvertes sur toute la France, puisque l'étude est menée pas seulement en région parisienne, mais bien sur l'ensemble des régions. Un petit mot aussi sur le calcul des évolutions, puisqu'il y a eu une édition en 2018. On a calculé les évolutions 2018-2020. D'ailleurs, c'était un des objectifs aussi de l'étude. Et donc, nous l'avons fait sur les 18 catégories pour être vraiment à périmètre constant. Donc, il n'y a pas la papeterie et les fruits et légumes. Et puis, uniquement au niveau des achats en hypermarché et supermarché qui étaient dominants en 2018, donc sans les magasins bio et les proxys cette année. Donc, ce que vous allez voir apparaître au fur et à mesure de la présentation, ce sont les résultats globaux 2020, toutes catégories confondues et sur l'ensemble du périmètre. Par contre, lorsque je vais indiquer des évolutions, eh bien, ce sont des évolutions à périmètre constant entre 2018 et 2020. Autre point important aussi, donc nous avons ajouté des acheteurs de proxy et de bio. Nous en avons eu nous avons un échantillon qui était supérieur à la représentativité de ces circuits de distribution. Donc nous avons redressé aussi les résultats pour qu'ils soient justement représentatifs et qu'on n'ait pas par exemple une surreprésentation des acheteurs de magasins de bio. En termes de méthodologie, eh bien, très classiquement, c'est la même qu'en 2018. Donc, nous avons réalisé l'étude avec Action Plus et procédé en 2 étapes avec une phase qualitative de 20 entretiens d'1h30. Donc, c'était une phase qui était plus centrée justement sur l'évolution de la perception, notamment en période de pandémie et juste après le confinement. Et puis, le cœur de l'étude qui est la phase quantitative pour mesurer le comportement des consommateurs, voir si les tendances qu'on avait identifiées dans l'enquête Quali étaient confirmées. Avec un terrain, vous voyez, qui a eu lieu rapidement après la fin du confinement, entre le 8 et le 22 juillet 2020, et un questionnaire qui était long, d'ailleurs plus long que prévu, puisqu'on avait prévu un questionnaire de 15 minutes, justement en raison du contexte sanitaire. Et donc, on a toujours un peu de mal à tenir la longueur parce qu'on est très gourmand en questions. Le questionnaire fait 23 minutes, donc on a beaucoup de résultats à vous montrer. Donc nous avons reconduit les grands thèmes de l'édition 2018 et toujours en privilégiant les questions ouvertes, donc en essayant de recueillir la perception vraiment spontanée du consommateur, notamment sur nos questions un peu phares. Donc nous avons étudié les critères d'achat qui étaient plus une forme d'introduction, les caractéristiques d'un emballage, les critères d'un emballage qui a le moins d'impact environnemental à la fois dans le rayon et en général, et les évolutions perçues. Et nous avons également ajouté donc quelques questions spécifiques autour des effets perçus liés à Covid-19, mais vraiment très peu. C'est plutôt l'analyse que nous avons fait des résultats qui va nous indiquer quel impact a eu le Covid-19 sur cette perception des emballages. Et nous avons également réalisé un tout petit focus sur le vrac, justement parce qu'on était en période de pandémie et pour savoir si on avait un retour au tout emballage. Alors, un tout petit avertissement avant de commencer. Bon, vous voyez que on va parler avec le consommateur des critères d'emballage respectueux de l'environnement, par exemple. Donc, ce sont des formulations qui sont employées pour que vraiment ils comprennent. C'est le langage consommateur dans le cadre d'entretien en face à face. Évidemment, ces formulations ne sont pas à reprendre telles quelles sur des packs. Et là, les équipes communication sont là pour vous guider. Mais nous parlons bien ici le langage consommateur qui est parfois un peu différent de celui qu'on doit utiliser sur les packs. Alors tout de suite, je vous propose de passer aux grands enseignements de l'étude. Eh bien, le premier, c'est que nous avons un consommateur qui est plus attentif à l'emballage et qui est plus critique qu'en 2018.
Alors pourquoi est-ce que nous disons ça? Eh bien, à la question, on demandait aux consommateurs si finalement l'emballage c'était juste l'emballage apparent pour lui, ou l'intérieur et l'extérieur, ou bien juste l'intérieur. Eh bien ici, on a 7 consommateurs sur 10 qui nous ont répondu les deux à la fois. Et là, c'est une véritable évolution par rapport à 2018, où on avait une prédominance de l'emballage apparent. Donc, une attention accrue de la part du consommateur vis-à-vis de l'ensemble des emballages qui qui emballer le produit. Et ça, c'est une petite révolution. Et de ce fait-là, vous allez voir que nous allons avoir un consommateur qui est plus critique. Et puis, avec l'accélération des prises de conscience environnementales, plus exigeant. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il est plus critique? Donc lorsqu'on lui a demandé si l'emballage du produit qu'il venait d'acheter lui plaisait, donc là on a un résultat que vous allez trouver positif, bien entendu, parce qu'on a 90% de réponses positives avec du oui tout à fait ou oui plutôt. Par contre, ce qui nous alerte, eh bien, c'est que entre 2018 et 2020, le oui tout à fait, ce sont toujours les extrêmes qui révèlent les consommateurs les plus convaincus, que ce soit en positif ou en négatif. Eh bien, on a perdu 10 points. Donc, c'est quand même un résultat marquant. On a une attractivité de l'emballage qui diminue entre 2018 et 2020. Alors, concernant les catégories qu'on a étudiées dans le cadre de cette édition 2020 et que l'on va voir ici, donc vous voyez qu'on a au niveau des crèmes de soins une perception plutôt positive avec 94%, mais je vais dire mais parce que vous allez voir que ce n'est pas si évident dans le détail. Et puis papeterie écriture, finalement, c'est l'emballage qui plaît le moins, mais ça, on a un début d'explication dont on va vous parler tout à l'heure. Si l'on fait un focus justement sur les déodorants, donc les déodorants sur la catégorie, sur le oui tout à fait, ils ont quand même perdu 32 points. Alors une petite précision méthodologique complémentaire. Donc il nous faut 80 entretiens par catégorie pour obtenir 1600 consommateurs interrogés. Donc pour que les résultats soient significatifs en évolution, eh bien il faut que ça aille au-delà de 8 points. Donc vous ne verrez pas dans cette présentation pour les résultats détaillés par catégorie des évolutions inférieures à 8 points parce que elles ne sont pas significatives. Mais lorsqu'on a 32 points en moins sur un oui tout à fait pour les déodorants, eh bien on voit que là aussi eh bien cette attractivité pour les emballages de la catégorie diminue. Et puis pour les crèmes de soins, moins 29 points. Donc les deux catégories qui, derrière un résultat un peu global et très positif, peuvent paraître tout à fait attractives. Lorsqu'on évalue l'évolution 2018-2020, il y a quand même une perte vraiment conséquente entre les deux années, et on va voir quelques éléments complémentaires qui vous le confirmeront. Alors, autre enseignement, eh bien, c'est ce que je vous disais, un consommateur plus attentif à l'emballage, plus critique, et donc il a plus d'exigences aussi dans les attentes environnementales, avec voilà la demande environnementale qui progresse, et vous le savez très rapidement dans l'esprit des consommateurs. Et vous allez voir que c'est dans la continuité de 2018. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est dans la continuité de 2018? Donc on a posé cette question qui est la question vraiment centrale de l'étude, qui est la même qu'en 2018. D'après vous, qu'est-ce qu'un emballage qui respecte le mieux l'environnement? Et je rappelle que les réponses sont vraiment spontanées, donc on n'a pas du tout guidé le consommateur dans ces réponses. Eh bien, on a la recyclabilité qui est toujours numéro 1 en 2020 et qui a aussi progressé par rapport à 2018. Donc, on a une part de consommateurs, ici 7 sur 10, qui vont citer spontanément la recyclabilité comme critère environnemental. Donc, c'est plus fort encore que l'édition 2018. Donc, on voit que ce critère qui reste toujours numéro 1 reste toujours très important dans l'esprit du consommateur et dans sa demande. Alors, voyez pourquoi aussi je dis que, eh bien, on a une continuité, c'est parce que la hiérarchie des 3 premiers critères n'a pas changé. On est toujours sur l'emballage biodégradable cité par le consommateur
en deuxième. On sait que derrière l'emballage biodégradable, lui, il met ce côté magique d'avoir un emballage qui peut disparaître dans la nature. Donc, il cite toujours ce critère-là entre les 2 années. Et puis, on a aussi en troisième position le matériau, donc le papier carton en l'occurrence, avec un consommateur sur 4 qui le cite spontanément. Donc, on va voir en fait tous ces résultats-là dans le détail, dans ce qui va suivre. Mais voilà, recyclabilité numéro 1. Et là, il y a un verbatim qui est assez intéressant. Dans une douche, vous laissez échapper votre tube. S'il est en verre, vous allez vous retrouver avec des débris de verre par terre avec risque de blessure. Donc, il faudrait quand même du plastique. Donc, il faudrait qu'il soit recyclable. Donc, vous voyez, c'est quitte à avoir du plastique, autant qu'il soit recyclable. C'est un verbatim qui est assez révélateur ici. Alors, nous allons voir ce que cela donne dans les différentes catégories sur lesquelles nous focusons aujourd'hui. Pour les lessives, c'est le critère cité par 8 consommateurs sur 10. Il est un peu moins intense dans les gels douche, où on a un peu plus de 6 consommateurs sur 10 qui vont citer le critère. Par contre, ce qui est intéressant de signaler quand même, c'est que eh bien, la recyclabilité est le critère numéro 1 dans toutes les catégories. En 2018, il était numéro 2 pour les crèmes de soins. Et là, il est passé en numéro 1. Donc, c'est vraiment la première caractéristique environnementale que va demander le consommateur à un emballage. Alors, voyez qu'il y a aussi des évolutions qui sont significatives parfois pour certaines catégories. Entre 2018 et 2020, on a pris 15 points dans les lessives, 14 points dans les nettoyants ménagers. Par contre, même si le critère est numéro 1, eh bien, dans les crèmes de soins, il a baissé de 12 points par rapport à 2018. Donc, recyclabilité numéro 1, quelles que soient les catégories de produits qui sont étudiés ici. Alors, on a un autre résultat qui montre que il y a une demande pour de la recyclabilité qui s'intensifie. On a demandé aux consommateurs quelles étaient les caractéristiques qu'ils demandaient en premier à un emballage. Et ça, très clairement, on l'avait testé en Cali en 2018. En gros, on a un consommateur, lorsqu'il répond, qui pense essentiellement à son confort d'utilisation. Je veux que ça soit facile à ouvrir, facile à fermer, que ça doit conserver mon produit, ça doit me donner la juste quantité de produit, ça doit se ranger facilement, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on avait vues en 2018. Mais ce qui est intéressant de voir ici, donc on a toujours ces caractéristiques très fonctionnelles, de praticité, mais déjà on a elles sont un petit peu moins importantes que en 2018. Par contre, vous voyez le 4e critère sur la recyclabilité, plus 7 points par rapport à 2018. Donc là aussi, on a une demande pour de la recyclabilité qui s'intensifie, même lorsqu'on fait un focus sur les caractéristiques premières d'un emballage. Donc vous voyez ici les résultats qui s'affichent. Eh bien, c'est la recyclabilité, c'est important pour un quart des consommateurs. Ça l'est moins pour les nettoyants ménagers. En tout cas, alors je précise bien sur cette question-là que c'est vraiment comparé à d'autres caractéristiques telles que la praticité, telles que le confort d'utilisation, la protection, etc. Vous les voyez ici. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même contexte que pour la question précédente. Pour les gels douche, on est dans la moyenne de cette année avec 22%, et ainsi que pour les crèmes de soins. Et puis, les déodorants sont un petit peu plus en retrait, ainsi que la papeterie, parce qu'il y a d'autres critères qui viennent avant le critère de recyclabilité. Mais toujours est-il que lorsqu'on regarde par rapport à 2018 et lorsqu'on regarde les ensembles de résultats sur ce critère-là, on voit qu'il y a une demande qui s'intensifie par rapport à 2 ans en arrière. Alors, autre enseignement sur les matériaux, puisque c'était quand même aussi une de nos interrogations, je dis un peu en introduction, on a beaucoup entendu de choses, par exemple, sur les plastiques. Est-ce qu'il y a un retour courant grâce aussi des plastiques qui protègent bien le produit? Est-ce que cette perception des matériaux, alors juste après le confinement, elle a changé? Donc ici, la réponse est non, mais il y a un mais, et je ne le dévoile pas tout de suite, et vous allez voir qu'il y a quand même des petites évolutions.
Alors, on a les matériaux verts et papier carton, et ça, c'est comme en 2018, ça n'a pas changé, qui sont toujours positivement associés à un impact environnemental qui est limité, avec une baisse de 4 points sur l'emballage en papier carton et 2 points sur l'emballage en verre, mais vous allez voir que finalement, par rapport à d'autres critères, on est quand même sur de la stabilité pour ces deux éléments. Voilà, avec des consommateurs qui nous disent qu'ils essaient toujours de privilégier le carton ou le verre plutôt que le plastique, qui est moins bon pour l'environnement. Alors pour aller un peu plus loin sur ces questions matériaux, donc on a demandé aux consommateurs, ça c'était aussi une question qui existait en 2018, si l'emballage du produit qu'ils venaient d'acheter dans le rayon, et donc là on a 1600 consommateurs qui ont pris au moins un produit, donc c'est les résultats que vous allez voir s'afficher, c'est pour les 1600 produits qui ont été mis dans le caddie, donc est-ce que cet emballage respecte l'environnement ou pas? Et donc là, on a un petit déséquilibre vers la perception négative, puisqu'on a 47% de perception positive et 53% de perception négative. Mais là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution 2018-2020, puisque l'extrême, qui nous intéresse toujours, a perdu 8 points quand même entre les 2 années d'études, ce qui est vraiment pas négligeable, 10 points de perdus sur la perception positive en tout. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous disent que l'emballage respecte l'environnement? Eh bien, c'est en raison de la mention recyclable. Donc pour ceux qui ont dit oui, il y a un tiers des consommateurs qui ont dit que c'était en raison de cette mention. Alors comme vous le savez, la mention recyclable, derrière cela, on peut avoir différentes réalités. Ça peut être marqué, mais c'est aussi parfois parce qu'on va confondre des marquages, ou bien tout simplement parce que dans l'esprit du consommateur, pour lui, l'emballage est recyclable. Et puis vous voyez, là, on retrouve notre emballage en papier carton à hauteur de 33% au niveau de la recyclabilité. Donc un consommateur qui est relativement cohérent dans ses réponses. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est pourquoi est-ce qu'on a une perception négative. Et là, on a quand même un espèce de raz-de-marée sur la partie sur le matériau plastique, puisque l'utilisation du matériau plastique, ça mobilise 3/4 des réponses de ceux qui ont dit que non, l'emballage du produit que je viens d'acheter ne respecte pas l'environnement, donc il écrase un peu tous les autres critères. Donc à la question est-ce que la perception du plastique s'est améliorée, on ne peut pas dire cela, et vous allez voir que ça s'est peut-être même un peu dégradé. Donc une perception des matériaux qui reste inchangée parce qu'on est dans notre hiérarchie verre, papier, carton et plastique. Vous allez voir aussi métal. Donc, mais ce qui est quand même intéressant de voir, et ce que l'on voit depuis le début, avec notre consommateur plus critique, plus attentif à l'emballage, avec plus d'exigences environnementales, donc il a une opinion qui est plus tranchée, il est plus exigeant. Alors concernant les catégories que l'on étudie dans le cadre de cette présentation, donc vous voyez que la perception la plus positive, elle est relative aux lessives et à la papeterie, et puis crème de soin, gel douche et les déodorants. Et ça, c'est probablement un des changements qui est les plus marquants par rapport à l'édition 2018. Eh bien, on a une perception qui est peu positive, et vous allez voir qu'elle s'est vraiment dégradée. Alors ici, justement, vous voyez les évolutions par rapport à 2018. Donc les crèmes de soin, au total, elles perdent 23 points de perception positive. Le gel douche, lui, il perd 16 points sur l'extrême, qui n'a pas du tout de compensation sur la catégorie 8 plutôt. Et puis, les déodorants dont je vous parlais, ils perdent 15 points de perception positive, mais aussi, vous voyez, il y a moins 22 points sur le oui, tout à fait. Donc là, vraiment une opinion beaucoup plus sévère de la part des acheteurs de produits de la beauté. Et pourquoi est-ce qu'ils nous disent que l'emballage ne respecte pas l'environnement? Eh bien, je pense que c'est assez clair. C'est le premier critère et ça reste toujours le premier critère pour toutes les catégories, avec une intensité plus ou moins forte. Vous voyez que pour les gels douche, eh bien c'est à hauteur de 91% de citation. Donc un emballage plastique qui est vraiment, le matériau plastique qui est vraiment pointé du doigt par les consommateurs sur le plan environnemental, bien sûr, puisque c'est ceux qui nous intéressent.
Alors, je parlais des déodorants tout à l'heure. Vous voyez, c'est une question qu'on avait posée en 2018. Et là, on a des résultats qui sont tout à fait différents. Donc, en haut, vous avez les déodorants type compressé, et puis en bas, vous avez un déodorant qui n'est pas compressé. Bon, il y a une petite différence de perception entre les deux. Elle était plus marquée en 2018, mais surtout, ce sont les évolutions qui sont impressionnantes. On a une dégringolade en fait de l'opinion qui était très favorable au déodorant, notamment compressé en 2018, et qui ne l'est plus en 2020. Alors ça nous fait dire que il est probable que ce résultat-là soit lié alors aux matériaux, puisque vous avez vu que le plastique est cité, mais pas forcément et pas seulement. Le métal aussi a été cité, je l'ai pas signalé. C'est-à-dire que en fait, les deux matériaux qui recueillent les défaveurs des consommateurs ont été cités dans la catégorie des déodorants lorsqu'on leur a demandé si l'emballage respectait l'environnement. Notre analyse, c'est que probablement ici, c'est un résultat qui révèle aussi eh bien une prise de conscience environnementale et un jugement environnemental un peu plus global, et que ça va au-delà de l'emballage. Et que c'est peut-être lié aussi aux produits, au fait que ce soit un pulvérisateur. On a vu des résultats qui étaient aussi plus tranchés, par exemple pour les bouteilles d'eau en verre, qui recueillent en général des perceptions très positives. Mais là, pareil, il y avait une baisse de la perception positive, et c'était probablement lié aussi à la notion d'eau en robinet. Donc on voit quand même que dans les perceptions des emballages, il y a très certainement, alors c'est vraiment notre analyse, et ça n'engage que nous, mais en filigrane, eh bien, c'est cette demande environnementale qui s'intensifie un peu sur tous les sujets et qui explique en fait ce résultat. Alors, des exemples, alors on n'est plus dans vos catégories, mais ce sont des exemples qui sont assez révélateurs, donc on va passer 2-3 qui permettent de vraiment de montrer les différences de perception et de vous montrer finalement à quel point elles n'ont pas vraiment changé dans l'esprit consommateur. Donc ici, vous avez le surgelé, boîte carton versus sachet plastique. Le résultat est assez sans appel. Notre fameuse bouteille de bière qu'on avait étudiée en 2018, pareil, on a la même perception très positive de la bouteille en verre et une perception toujours aussi négative de la canette. Il y a eu des efforts des fabricants pour indiquer que l'emballage était recyclable. Mais voilà, en tout cas en 2020, on a toujours cette perception qui reste négative pour aussi le métal. Et dernier exemple, dans la confiserie, pour vous montrer les résultats aussi très bas, on a vu que les déodorants étaient sanctionnés, mais alors les bonbons, c'est pareil. Pardon, il y avait une perception très très sévère de ces emballages en plastique, et notamment. Donc ce que l'on peut dire quand même, c'est que la perception des matériaux, elle reste inchangée, mais elle est plus sévère qu'avant. Donc là, vous n'avez pas toutes les catégories qu'on a étudiées sur l'ensemble de l'étude, mais c'est un fait, on le voit. On a même du papier, du carton, les briques, par exemple, de jus de fruits, baissent dans l'opinion, dans la perception environnementale du consommateur. Donc une sévérisation de cette perception, le consommateur plus critique, plus exigeant sur le plan environnemental. Alors, on s'était posé la question justement de cet effet Covid sur la perception des emballages et des matériaux. Est-ce que vraiment on avait des différences? Alors là, on a parlé de bactéries, mais dans l'esprit consommateur, on est sur des maladies, des virus. On a demandé donc si en fait les emballages étaient plus transmetteurs de bactéries qu'avant. Et là, vous voyez qu'il y a un résultat qui, alors là, on peut en débattre, est-ce qu'on le trouve positif ou négatif. On a un tiers des consommateurs qui estiment que oui, c'est plus souvent qu'avant. C'est quand même un tiers qui n'est pas négligeable. Maintenant, il n'y a pas eu vraiment de raz-de-marée sur ce résultat. Donc, il y a quand même aussi 2 tiers des consommateurs qui sont relativement, j'allais dire, tranquilles par rapport à ça, et qui estiment qu'ils sont pas plus de transmetteurs de bactéries.
Par contre, on leur a demandé si, eh bien, il y avait des matériaux qui pour eux étaient plus facteurs de transmission de maladies. Et donc là, il y a quand même un consommateur sur deux qui pense que certains matériaux sont plus transmetteurs que d'autres. Et là, on est sur le plastique et le carton. Donc, vous voyez, on a le carton qui est finalement entouré par l'emballage plastique et le film plastique, avec ensuite le papier, le verre et le bois. Donc, de ce résultat, en fait, on peut surtout déduire que c'est pas lié à une perception originale et assez sévère, par exemple, du matériau plastique, puisque le carton est en bonne position dans ce ranking. Tout simplement, on est sur la médiatisation, sur le fait que on a alors déjà des virus qui restent plus longtemps, par exemple sur l'emballage plastique, mais qui restent aussi sur le carton. Donc, plus que sur l'effet Covid en tant que perception des matériaux pris un peu dans l'absolu. Donc en fait, ce que l'on peut dire sur l'effet Covid par rapport aux matériaux, c'est que peut-être que l'opinion sur le plastique était un peu plus sévère par rapport à ça, mais c'est pas forcément ce qui est déterminant. On va voir ce qui, pour nous, dans la période de pandémie, a été le facteur qui a été le plus influencé par cette période-là. Alors, justement, eh bien pour nous, c'est celui-ci. En fait, on a une montée en puissance des attentes vis-à-vis de la réduction des emballages. C'était des enjeux qui étaient émergents en 2018 et qui sont très clairement visibles en 2020. Donc, vous voyez qu'il y a plus d'un consommateur sur 5 qui va citer spontanément le fait d'avoir peu d'emballage ou pas de suremballage comme critère environnemental. Et ce qui est intéressant de voir, eh bien, c'est qu'il y a une évolution, et notamment sur le fait de ne pas avoir de suremballage, qui est très conséquente par rapport à 2018. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les matériaux plus 4 ou moins 4 ou plus 2, on n'est pas tout à fait dans les mêmes échelles lorsqu'on regarde d'autres critères et d'autres enjeux. Donc on a vraiment cet enjeu qui était émergent autour de la réduction d'emballage, qu'on avait vu aussi prendre beaucoup plus d'importance dans l'étude luxe, et qui devient un incontournable finalement dans la perception des consommateurs. Et pourquoi est-ce que je disais qu'il y avait probablement un effet de la période de pandémie sur cette, eh bien sur cet enjeu et sur finalement la progression de ce critère comme un critère environnemental. Donc c'est ici, vous voyez, vous avez deux verbatims. Donc un qui est assez classique, qu'on a déjà entendu à plusieurs reprises. La première chose qu'on fait quand on rentre des courses, c'est enlever les suremballages et les jeter. Alors à quoi ça sert de les mettre? Et puis le deuxième qui est plus révélateur et plus emblématique de cette période-là. Quand on a été confiné, j'ai bien vu ce qu'il fallait jeter tous les 3 jours dans ce grand sac en papier. Il fallait vraiment le faire souvent et ça débordait facilement. Je me disais, bon sang, qu'est-ce qu'on en a produit chacun? Je me suis dit que c'était un peu fou. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc probablement qu'en fait la période de pandémie où tout le monde était chez soi et donc faisait les courses et ensuite déballait les courses a accéléré la demande pour la réduction d'emballage. Alors pour les catégories qui nous intéressent ici, donc pour avoir peu d'emballage, vous voyez les catégories les plus concernées, c'est la papeterie et écriture. Et en second, le gel douche, qui sont les deux au-dessus de la moyenne, avec pour le gel douche 23 points de progression sur ce critère par rapport à 2018. Et puis sur le critère d'avoir pas de suremballage, donc on retrouve toujours nos gels douche et avec une progression très conséquente. Plus conséquente que sur l'ensemble de l'étude pour les autres catégories, avec plus 27 points au niveau du gel douche et plus 17 points aussi pour de la crème de soin où on sait qu'il y a du multi-emballage. Et là, on a une demande qui est plutôt marquée pour ces deux catégories et notamment le gel douche. Alors, un exemple qui est assez, pour les crèmes de soins, qui est assez révélateur de cette demande de réduction de l'emballage. Donc, ce sont des questions qu'on avait déjà posées en 2018. Est-ce que le produit soin visage vendu sans boîte carton
est selon vous d'aussi bonne qualité qu'un soin vendu avec boîte carton? Et là, on a une opinion extrêmement positive puisque on a 95% des consommateurs qui vont vous dire oui. Et ça, c'est un résultat qui a vraiment évolué par rapport à 2018, puisque regardez les évolutions, on a pris 13 points en tout, mais c'est surtout sur le oui tout à fait, on a des consommateurs qui sont devenus très catégoriques par rapport à 2018. Donc évolution très conséquente. On considère maintenant que un soin visage vendu sans boîte carton est d'aussi bonne qualité qu'un soin vendu avec boîte carton. Et donc ça, c'était aussi une évolution par rapport à l'année 2018 où c'était beaucoup plus tiède en opinion. Alors pour autant, vous voyez, et quand on disait qu'il y avait une perception beaucoup plus sévère sur le plastique, on n'a pas un résultat très positif lorsqu'on demande si l'emballage respecte l'environnement pour les crèmes de soins vendues nues, même si vous voyez qu'il y a quand même une nette préférence pour l'emballage vendu sans boîte pour le produit vendu sans boîte carton. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à voilà, aux matériaux, on a quand même une baisse de 25 points en perception positive par rapport à 2018. Donc, toujours une préférence, bien entendu, pour avoir moins d'emballage possible, mais aussi une perception qui s'est un peu intensifiée sur le plan négatif pour le tube de crème de soin. Et enfin, pour finir sur la réflexion sur tube de crème de soin, du coup, on a demandé si le consommateur achèterait le produit. Et là aussi, on a une grosse évolution, très grosse évolution par rapport à 2018, puisqu'on a 38 points de perception positive en plus de oui par rapport à 2018. Donc, on voit quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités pour les consommateurs, notamment pour cette catégorie. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est bon pour la petite partie de consommateurs qui a dit non, eh bien c'est la recyclabilité qui arrive en premier, alors que c'était très clairement affiché en 2018, c'était le côté hygiénique. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution des mentalités au niveau à la fois de la perception de la demande de réduction des emballages de réduction d'emballage qui s'intensifie vraiment avec une perception pour le plastique qui est beaucoup plus sévère aussi. Mais vous voyez que le côté hygiénique, eh bien on a un consommateur pour qui c'est moins critique qu'avant. Et enfin, pour terminer sur la papeterie, justement sur cet enjeu de réduction des emballages, donc vous voyez que là, on a aussi un résultat qui est sans appel. Donc je vous disais tout à l'heure que on avait une perception qui était sur l'emballage plaisait moins, notamment dans la papeterie. Eh bien, on voit que c'est probablement une des raisons, une des explications, c'est qu'il y a quand même une nette préférence pour avoir eh bien des stylos billes vendus en vrac plutôt que dans des emballages plastiques. Alors justement sur le vrac, là on va sortir un peu du domaine non alimentaire. On a alors déjà premier résultat, en moyenne on a quand même un consommateur sur 10 qui va évoquer le vrac comme critère environnemental et vous voyez que c'est beaucoup plus fort, nettement plus fort dans la catégorie papeterie écriture, et ensuite on est un peu plus dans la moyenne pour les déodorants et les nettoyants ménagers, sachant que la demande n'est pas n'existe pas du tout pour la partie gel douche. Donc ça, c'est le premier résultat. On avait quand même une question qui porte sur les fruits et légumes, mais finalement, nous, ce que nous voulions voir derrière, c'est que pour des achats, vous avez quand même 94% des consommateurs qui vont acheter des fruits et légumes en vrac, de manière habituelle. Et là, on voulait savoir si, justement, en cette période de pandémie, on avait un plébiscite pour cette catégorie qui est quand même très emblématique, pour avoir des fruits et légumes qui étaient déjà emballés, déjà protégés. Est-ce que c'était incitatif à l'achat? Et ici, vous voyez que la réponse est majoritairement non, largement majoritairement non, puisqu'on a quand même 4 consommateurs sur 10 qui vont dire pas du tout. Ceux qui vous disent pas du tout, en fait,
Et là, on retrouve notre demande pour avoir moins d'emballage. Donc, ça rajoute un emballage de plus, pas besoin d'un emballage supplémentaire. Avec le deuxième argument qui est qu'on ne peut pas choisir la quantité et même la qualité des fruits et des légumes. Et pour ceux qui ont dit oui, eh bien finalement le premier critère c'est pas un critère d'hygiène, c'est un critère de rapidité. J'ai pas sélectionné soi-même les produits, c'est déjà fait. Alors à un moment donné, il y avait aussi une période où on n'aimait pas trop rester dans les magasins. Est-ce que c'est lié? Et ensuite, sans trop de surprise, les deux critères liés à l'hygiène, mais c'est un tiers des consommateurs du tiers qui a dit oui, ça incite à l'achat. Donc finalement, des critères liés à l'hygiène, mais qui ne sont pas ultra dominants comme on aurait pu s'y attendre. Donc vraiment, même dans cette période post-confinement, on préfère toujours le vrac pour certaines catégories. Juste pour terminer, parce que c'était intéressant, évidemment, on n'est pas sur vos catégories, mais ce qui est intéressant, c'est toujours de voir pourquoi on achète et pourquoi on n'achète pas des produits en vrac. Donc là, on avait testé les graines et céréales, puisque c'est ce qui est en train de se développer. Donc, vous voyez, pour ceux qui n'achètent pas en vrac, on n'est plus sur une question d'offre. J'achète pas de produits en vrac, ou le vrac existe sur des catégories de produits que je ne consomme pas. L'hygiène n'est pas le premier critère, donc et nous sommes bien d'accord que nous ne sommes pas, par exemple, sur des crèmes de soins. Et puis pour ceux qui plébiscitent le vrac, eh bien, on retrouve la juste quantité et en deuxième aussi l'utilisation de trop d'emballage. Donc on est vraiment dans cette époque où on a cette demande pour avoir vraiment moins d'emballage. Alors réduction d'emballage, mais également réutilisation et recharge. Donc là aussi, autre enjeu qui était vraiment émergent en 2018 et qui avait été quand même beaucoup plus marqué dans l'étude luxe de 2019, eh bien, cet enjeu se confirme puisque vous voyez qu'on a 24%, donc un consommateur sur 4, qui cite spontanément la réutilisation comme critère environnemental. Vous voyez, c'est presque à égalité. C'est même passé un petit peu devant le fait d'avoir peu d'emballage, pas de suremballage. Donc tout ça, c'est un peu la même problématique. C'est d'utiliser le moins d'emballage possible. Et puis la recharge, en fait, la recharge a été quasiment inexistante en 2018, pardon. Donc je rappelle quand même que lorsque les évolutions sont vraiment à périmètre constant, donc ce n'est pas parce qu'on a rajouté d'autres catégories ou d'autres types de circuits de distribution. Donc vous voyez les progressions très nettes sur la réutilisation et sur la recharge, qui était quasi inexistante et qui fait son apparition dans cette étude. Avec un verbatim un peu aussi révélateur. Bon, mais si l'emballage est en plastique, il faut le réutiliser. Comme la lessive, on vient avec l'emballage plastique et on remplit. Thierry Mugler, il a fait pour son parfum à gel. Bon, voilà, on a. Alors, si vous vous souvenez, quand on ne pouvait pas ne pas avoir d'emballage plastique, il fallait qu'il soit recyclable. Et puis là, tant qu'à faire, on peut aussi le réutiliser. Alors, qu'est-ce que cela donne par catégorie? Donc, vous voyez que la demande pour réutiliser les emballages, elle est plus importante pour les nettoyants ménagers. Elle est au-dessus de la moyenne pour... alors, tiens, il y a un intrus qui s'est glissé dans la présentation, ce sont les plats cuisinés. Bon, toujours est-il qu'on est au-delà de la moyenne pour les nettoyants ménagers, les déodorants et les gels douche, et puis un peu en dessous de la moyenne pour la papeterie, les lessives et les crèmes de soins, mais c'est vraiment pour les nettoyants ménagers que la demande est plus importante. Et ce qui est intéressant aussi, voyez, c'est la progression très conséquente pour les nettoyants ménagers, donc la demande de réutilisation et c'est nettement intensifié par rapport à 2018, pour les gels douche aussi, et puis également pour les déodorants. Alors concernant la recharge, eh bien c'est un critère, donc je vous rappelle que c'était 11% en moyenne, c'est un critère qui est plus important pour les 4 premières catégories. Il y a beaucoup moins de demandes pour les crèmes de soins, donc là je vous laisserai peut-être vous exprimer, peut-être le côté en raison du côté hygiénique, mais pour les gels douche, on sait que ça existe déjà, donc il y a quand même toujours un plébiscite, il y a une forte augmentation pour avoir des recharges, 23 points par rapport à 2018, c'est très très conséquent. Et toujours les nettoyants ménagers dont on souhaite réutiliser les contenants et dont on souhaite avoir des recharges
Donc les deux sont probablement liés dans l'esprit du consommateur. Et pour les lessives aussi, on a une progression pour avoir des recharges. Donc certaines existent déjà, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que eh bien on a la demande consommateur qui s'intensifie sur les différents produits, sur les emballages des différents produits. On avait un autre critère qui était un peu timide en 2018 et qui devient visible, c'est l'intégration de matériaux recyclés dans les emballages. Alors il était à 7 points, donc là il a pris 7 points entre 2018 et 2020. On s'est toujours demandé justement ce qu'allait devenir ce critère-là, s'il allait exploser entre 2018 et 2020, parce qu'il commence à y avoir pas mal de communication sur le sujet. Eh bien, il progresse sans être totalement ancré encore dans l'esprit des consommateurs lorsqu'on parle de critères environnementaux. Alors, qu'est-ce que cela donne par catégorie? On a voilà, ce critère-là est davantage cité pour les gels douche, la papeterie et les nettoyants ménagers, ainsi que pour les lessives, un petit peu moins dans les déodorants et les crèmes de soins, mais quand même, il est rentré dans la demande consommateur pour ces catégories. Plus 12 points quand même sur la partie gel douche et plus 15 points sur les nettoyants ménagers. Donc un enjeu qui continue d'émerger au sein dans l'esprit des consommateurs. Petit à petit, il progresse. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais que vous verrez pas ici, c'est que le numéro 1 en fait d'intégration de recyclé a perdu un peu sa couronne. C'était la catégorie des eaux où on avait un tiers des consommateurs qui citaient ce critère-là comme critère majeur. Et donc là, on a une demande qui s'est déplacée. Donc gel douche, nettoyant ménager, une progression importante. L'intégration de matières recyclées devient quand même pour un consommateur sur 5 un critère. Voilà. Et donc on a aussi, ça c'est un autre enseignement, ça ne va pas trop vous étonner, on a des consommateurs qui attendent des engagements de la part des industriels, évidemment, pour des emballages qui limitent leur impact sur l'environnement. Parce que vous avez vu une opinion plus critique, un consommateur beaucoup plus attentif, vraiment une perception environnementale qui s'accroît, qui probablement est un consommateur qui est peut-être un peu plus expert qu'avant. Et donc, avec tout ça, est-ce qu'on a un consommateur déjà qui a vu les évolutions des emballages pour la prise en compte environnementale? Et là, on a un résultat qui n'a pas bougé par rapport à 2018. On a toujours 8 consommateurs sur 10, en vrai c'est même un peu plus de 8 sur 10, qui n'ont pas le sentiment que les emballages ont évolué dans le sens d'une prise en considération de l'environnement. Et sur ces 8 consommateurs sur 10, il n'y en a que 2% qui nous ont dit oui, en effet, les emballages ont évolué pour prendre en compte l'environnement. Donc un résultat où il y a toujours eh bien cette non-visibilité pour les consommateurs des efforts, puisqu'on sait très bien que, vous savez mieux que moi encore, que les efforts d'éco-conception se font dans toutes les catégories, mais pour autant notre consommateur il a toujours du mal à les voir, même 2 ans plus tard, c'est toujours plus compliqué pour lui. Avec quand même les efforts sur les lessives qui étaient numéro 1, donc ils sont numéro 2 cette année, et toujours les déodorants. Mais vous voyez, on était plutôt à 40% en 2018, donc pareil, les déodorants ont perdu un peu, mais c'est probablement dû aussi à l'ancienneté de l'innovation, qui en devient moins une. Toujours les nettoyants ménagers qui sont plutôt bien positionnés, mais il faut être très clair, ça ce sont des résultats où on voit ici vous avez le tout à fait et le plutôt, mais si on regarde les extrêmes, il y en a quasiment pas en fait des extrêmes dans les réponses des consommateurs. Ils ne sont pas du tout affirmatifs, avec 2% de oui tout à fait sur l'ensemble des catégories. Donc c'est quand même très mou, c'est tiède, et donc on a toujours un consommateur qui ne voit pas les efforts qui sont réalisés. On a bien dit que ça dépendait du fait que ce soit des standards de marché, ce qu'on voit sur les lessives et des déodorants, sur de la communication, mais on en est presque sur le titre est pas le bon, presque au même stade.
Alors, on a demandé aux consommateurs qui devaient en fait réduire le niveau d'emballage utilisé dans leur vie quotidienne. Et donc là, on a un consommateur, sans trop de surprise. Je pense que là, le résultat ne va pas vous étonner, sauf qu'il est en spontané. Hein. Donc là, pareil, nous n'avons pas du tout guidé leur réponse. Eh bien, en spontané, il y a 7 consommateurs sur 10 qui s'adressent à vous, hein, et qui vous disent que finalement c'est à vous d'agir pour réduire le niveau d'emballage utilisé. Ça, c'est une question qu'on avait posée dans le cadre de l'étude luxe. On n'avait pas posé dans le cadre de l'étude Shopper 2018, mais voilà, elle est assez révélatrice. Les consommateurs comptent sur vous, en fait, hein, pour agir. Sur eux-mêmes beaucoup moins, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on a des grosses attentes des consommateurs vis-à-vis des fabricants, des marques. Il y en a qui ont cité les distributeurs, les magasins, et donc c'est important pour eux. Ils comptent sur vous. On avait un verbatim très emblématique dans le cadre de l'étude sur Shopper Luxe. C'était un consommateur qui disait moi je veux qu'on me dégage ma charge mentale parce qu'en fait je suis très attentive à l'environnement, mais finalement j'ai pas du tout envie d'y penser lorsque j'achète un produit. Donc ils comptent sur vous pour que finalement comme on dit, le job soit fait. Et on a demandé quelles actions en fait les industriels pouvaient le plus inciter à l'achat les consommateurs. Et donc vous voyez, c'est le fait d'avoir moins de plastique, plus d'emballage recyclable, et puis une disparition aussi du suremballage ou de tout emballage entourant un lot de plusieurs produits. Et on retrouve aussi notre moindre quantité d'emballage. Donc finalement, les 4 premiers ne vous étonnent pas par rapport aux différents résultats de l'étude, avec un verbatim qui est assez révélateur aussi. Hein, il est un petit peu long, mais voilà. J'aimerais tellement qu'il y ait une prise de conscience, un engagement de la part des grandes marques d'enlever ces emballages superflus, qu'il y ait vraiment une étude sur ce sujet, et à la limite qu'ils le communiquent, et j'achèterai peut-être même ces produits, alors même que ce n'est pas la marque que j'achète habituellement. S'il y avait un vrai engagement par un grand groupe, vraiment, il faudrait qu'ils communiquent parce que c'est important, c'est de la responsabilité sociale et environnementale. Je pense que je m'engagerai avec eux. Ok. Il y a quelqu'un qui a mis cardboard also percute that is sealed, roulé et soudé en dessous. Est-ce que quelqu'un peut la présenter l'animation peut l'éteindre? S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui, si vous pouvez, pardonnez-nous, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc pour continuer sur les attentes vis-à-vis des industriels au niveau des emballages, donc vous voyez le critère de moins de plastique est critère numéro 1 pour les nettoyants ménagers, les gels douche, les déodorants et les crèmes de soins, donc pour toutes les catégories de la beauté. Et puis le fait d'avoir plus d'emballages recyclables, c'est valable pour c'est critère numéro 1 pour les lessives et pour la papeterie. Donc dans leurs attentes numéro 1, moins de plastique et plus de recyclabilité dans les catégories beauté, entretien et papeterie. Donc voilà ce que l'on pouvait dire des principaux enseignements de cette étude. Donc on a un consommateur qui est beaucoup plus attentif, il est beaucoup plus exigeant vis-à-vis des emballages, mais on voit au travers de certaines réponses que c'est plus global. Donc c'est plutôt sur un plan environnemental aussi en général qui tire vraiment les perceptions aussi dans leur côté un peu plus négative, avec ce côté beaucoup plus sévère des perceptions des emballages. Et là, c'est tout matériaux confondus, parce qu'on a quand même vu des matériaux qui étaient perçus positivement depuis le début, voire parfois être un peu critiqués par rapport à l'année précédente. Pour nous, la période de confinement n'a pas vraiment entraîné de retour en grâce des emballages, hein, vous pouvez le voir. Elle a plutôt accentué la perception d'un trop d'emballage, et donc c'est pour ça qu'on avait des enjeux qui étaient émergents en 2018, qui se sont confirmés en 2020 autour de la réduction des emballages, de la réutilisation, des recharges.
avec des attentes fortes vis-à-vis des industriels, hein, qui vous désignent clairement comme étant ceux qui doivent agir pour moins de plastique, plus de recyclabilité et moins d'emballage. Donc, ce qui nous amène évidemment à vous encourager autour des règles d'or de l'éco-conception. Il est plus important que jamais de réduire les emballages, de développer leur recyclabilité, et puis aussi c'est important puisqu'on voit qu'il y a une demande aussi consommateur pour favoriser de nouveaux usages. Donc voilà pour les principaux résultats. Juste un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est important. Indiquez-nous vos noms et vos prénoms, parce que sinon on ne pourra pas vous envoyer les supports. Alors Catherine, il y a juste, je vais reprendre les quelques questions qui ont été dans le chatter. Il y a Florence qui, quand tu parlais du déodorant, avec l'approche globale dans la perception du consommateur, Florence a fait un commentaire ou une question. Le client est plus sceptique et un peu perdu dans ce qu'il faut croire. C'était en forme de commentaire et de questions. Voilà, donc effectivement, une approche globale par le consommateur, aussi peut-être le consommateur parfois ne sait plus très bien non plus, et c'est pour ça que face aux allégations qu'il peut trouver sur les emballages, d'où la nécessité aussi d'avoir des méthodologies qui soient harmonisées entre les différents acteurs. Est-ce que tu as un commentaire, Catherine, sur ce point ? C'est sûr que lorsqu'on voit notamment la perception d'évolution des emballages qui reste un peu flat par rapport à 2018, on a bien vu qu'on avait un consommateur qui n'était pas expert et qui l'est un peu plus quand on voit quand même les résultats, et en tout cas qui a quelque chose d'un peu plus qui a des opinions un petit peu plus tranchées, mais ça peut pas non plus changer du tout au tout en 2 ans. Donc notre consommateur, des fois, effectivement, il est perdu. Voyez, si on reprend cette réponse à qui est-ce que c'est d'agir, il y a quand même 26% des consommateurs qui disent qu'ils ne savent pas. Donc on a quand même un consommateur qu'il faut continuer à éduquer, parce que c'est pas la révolution en 2 ans. Par contre, il a plus d'exigences, ça c'est sûr. Mais en effet, on sait très bien que dans la forêt des allégations, par exemple, il est parfois un peu perdu. Merci Catherine. Après, il y avait un... Oui, je t'en prie. Non, je disais après pour les déodorants, c'est un résultat qui nous a un peu étonnés, mais qui va très certainement au-delà de l'emballage. Oui, c'est ce que tu soulignais, que c'était probablement une approche un peu plus globale, produit en emballage. C'est ça. Il y a Justine qui faisait un commentaire. Je crois que c'est quand tu avais passé le slide sur le gel douche, des différents emballages, les différents produits, et en lien avec le suremballage ou le trop d'emballage. Et le commentaire de Justine, c'était qu'il y a effectivement pourtant peu de suremballage pour le gel douche. Si tu peux revenir sur ce slide pour le préciser. Celui-ci ? Non, je pense pas que c'était les recherches. Je pense que c'était plutôt dans la dimension peu d'emballage ou plus la recherche de peu d'emballage. D'accord, je reviens. Et ici. Oui, je pense, ouais. Alors oui, après, le fait de pas, on est d'accord, mais on a parfois des consommateurs qui ne sont pas très précis dans leurs réponses. C'est pareil entre la réutilisation, le réemploi, les recharges. Parfois, il y a pas mal de mélanges sur certaines notions. Le fait qu'il n'y ait pas de suremballage en prévu pour les gels douche, je suis d'accord avec vous que ce sont des emballages assez simples. On peut l'interpréter aussi. Alors, sachant qu'ils sont aussi allés dans d'autres, dans des circuits. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'emballage pour les gels douche. C'est probablement aussi qu'ils expriment par là le fait de pas avoir beaucoup d'emballage, tout simplement, plus qu'une question de suremballage. De suremballage.
Merci Catherine. Juliette qui vient de poser une question. Est-ce qu'il y a des distinctions fortes pour les acheteurs des réseaux bio c'est bon, etc. Parce qu'effectivement, on a élargi le scope cette année. Alors, on ne le détaillera pas ici, mais en effet, on a constaté qu'il y avait une opinion là qui était beaucoup plus sévère de la part des acheteurs de bio. On l'avait vu même quels que soient les matériaux, donc même parfois le carton on prenait pour son grade. Donc globalement, les acheteurs d'eau bio sont beaucoup plus exigeants sur le plan environnemental. Le fait évidemment de ne pas avoir d'emballage, d'en avoir le moins possible, la réduction, tout ça sont des enjeux auxquels il est beaucoup plus sensible que l'acheteur lambda. Merci Catherine. Virginie, qui a une très bonne mémoire, qui nous demande si on a testé la perception, la compréhension des allégations sur les emballages dans cette session 2020. Alors non, pour une raison simple, c'est qu'on avait d'autres travaux qui étaient dédiés à ces sujets, qui étaient des travaux extrêmement complets, et donc on a fait un choix dans la mesure où au début de l'étude, on avait dû déjà resserrer le nombre de questions en raison de la pandémie, parce que Action Plus nous avait prévenu qu'il ne pourrait pas rester aussi longtemps dans les magasins que en période en période normale. Donc on avait resserré notre guide et notamment les allégations, étant donné que c'était étudié par ailleurs, on ne l'a pas fait ici. Mais effectivement, c'était un point qu'on avait travaillé dans la session 2018 sur la première étude. Tout à fait. Je crois que j'ai fait le tour des questions, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs demandes sur effectivement la mise à disposition de l'étude Luxe qui a été menée en 2019. Vous la trouverez sur votre espace client dans le portail client. Voilà. Donc elle est comme toutes les autres études, elles sont disponibles dans votre espace client. D'accord. Je vois que Virginie demande dans quels autres travaux. Bien, c'est des travaux sur tout ce qui est marquage, infoterie, dans toutes nos réflexions. Sur l'évolution sur l'évolution des marquages de l'infoterie. Oui, alors des marquages en général et de l'infoterie aussi. En particulier, oui. Écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme des questions. Est-ce qu'il y a encore, on a encore quelques... il y a Laure qui précise sur les travaux qu'on a menés. Tenter une allégation, fin 2019, début 2020. Voilà, d'où ce choix de ne pas les traiter ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce que ce sont des résultats qui vous étonnent? Aurélie qui dit non, pas trop. Je pense que pour les résultats, les résultats, le ciel est surprise par les résultats. Justine qui trouve effectivement que c'est aussi très cohérent. Vous-même, vous aviez les mêmes perceptions, je pense. De ce qu'on comprend des commentaires, ça me paraît être le cas. Juste quelques secondes encore, si vous avez une dernière question. Virginie qui disait que non, c'était plutôt prévisible avec les débats sur la loi AGEC, effectivement, et la Convention citoyenne. Ça rejoint. L'évolution est intéressante. Voilà, écoutez. La présentation, on va vous l'envoyer assez rapidement. Catherine, c'est dans la foulée. Dans les 2-3 jours au maximum, parce que là, vous avez vu, il y avait une petite coquille que je vais corriger. On va corriger. Voilà, mais juste le temps de corriger les coquilles, mais après, on va vous faire l'envoi très rapidement. Alors Ruiz, quand même pour répondre aux dernières questions, à celle de Ruiz qui pose la question si on va mener cette étude pour d'autres catégories, je ne pense pas, mais je te laisse confirmer, Catherine. Non, alors pour d'autres catégories de la beauté ou de l'entretien, non.
Donc pour l'instant, c'est pas prévu. Il y aura probablement une réactualisation, sauf vraiment événement justement lié à la pandémie ou autre. On ne sait pas trop, mais il devrait y avoir par contre une réactualisation du coup cette fois-ci à périmètre constant en 2021. D'accord. Et Justine qui dit qu'effectivement pas de surprise, sauf peut-être pour le VRAC suite au Covid. Et oui, finalement, il n'y a pas eu un rejet du vrac. Hein, c'est quand même assez résultat significatif. Ça enfonce justement. Hein, il y avait des idées reçues selon lesquelles on préférait vraiment du tout emballer maintenant, mais pas du tout le cas. Eh bien, je crois que puisque nous n'avons plus de commentaires ni de questions, on va pouvoir clore la réunion. Merci à tous. Merci Catherine. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et on vous envoie les présentations et vous trouverez de toute façon toutes les présentations sur les différentes études que l'on mène sur votre espace client. N'hésitez pas en tout cas à le consulter régulièrement. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.